Bienvenue sur la plateforme Build Africa Together et le podcast Histoire d'audace. Mon invité du jour est Rokhaya Salmbaye, directrice générale d'EPC Minex, une société d'explosifs miniers au Sénégal. Bonjour Rokhaya. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci d'être là parmi nous. Je suis très contente d'être là. Dans le podcast Histoire d'audace. C'est vraiment un grand plaisir. Merci à toi aussi. Alors Rokhaya, aujourd'hui tu es directrice générale d'une société d'explosifs, EPC Minex. Oui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu es à part directrice générale? Comment tu te décrirais en tant que personne? Alors, je suis épouse, mère d'enfants dont des jumeaux, et amie, et femme entrepreneur. Femme entrepreneur. Toutes ces casquettes-là en même temps. Oh oui, toutes ces casquettes en même temps. Et tu embrasses tout ça de manière sereine. Avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Super. Et est-ce que toi, quand tu étais petite, tu rêvais d'être directrice d'une entreprise d'explosifs? C'était quoi ton rêve? Je pense que c'est pas un rêve qu'on fait. Alors moi, d'abord, je pensais avoir une société de chocolaterie. Je sais pas pourquoi. À 7-8 ans, c'était de la chocolaterie. Après, un peu plus tard, c'était médecin parce que j'étais entourée de médecins dans la famille. Et je voulais faire de la chirurgie réparatrice. Et un peu à l'université, j'avais creusé sur un projet de recyclage des ordures à Mobus. Donc, j'avais fait le tour et j'avais vraiment documenté. Donc, c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc, aller chercher le lien entre tout ça. Donc, voilà, c'était mes rêves d'enfant. C'est incroyable parce qu'en fait, tous tes rêves d'enfant, c'est d'entrepreneuriat. On s'en va. C'était de la fabrication, fabriquer, sortir quelque chose. Ouais. De tes mains. C'était pas forcément être en entreprise ou être, c'était vraiment faire quelque chose de tes mains. Exactement. Ouais. Et en fait, tu le fais un peu aussi aujourd'hui. Et toi pas? Oui, à ma manière. À ta manière. Super. Alors, Rokhaya, toi, tu es un club produit local. Dans le sens où tu es né au Sénégal, tu as grandi au Sénégal, tu as fait toutes tes études au Sénégal, et tu as ton entreprise aujourd'hui ici, en local. Est-ce que, durant tes études, tu n'as pas voulu sortir du pays pour pouvoir aller à l'extérieur et un peu rouler ta bosse? Alors, c'est peut-être parce que quand j'étais petite, mon père était diplomate, donc on a un peu voyagé. Et donc, quand on est rentré, la question ne s'était pas posée. On était rentré. Et c'est vrai qu'après le bac, j'avais voulu aller étudier au Canada. Et c'est mon père qui a voulu que je reste avec lui. J'étais un peu sa secrétaire, son amie, donc il a voulu que je reste avec lui. D'accord. Et est-ce que t'as pas eu ce regret de te dire, ah là, j'aurais dû vraiment sortir, ou du regret de ne pas être sorti? Est-ce que tu as eu, à un moment donné, un sort de regret, ou si c'était à refaire, tu le ferais autrement? Alors, déjà, j'avais pas le choix, donc ça peut pas être un regret. Donc, c'était un choix de mes parents que je reste ici avec eux, un choix de mon père en l'occurrence. Donc, c'est pas un regret, mais je pense que c'était un bon choix de sa part. Oui. Ouais. Et en tant que pur produit local, aujourd'hui, tu as commencé, donc tu as fait tes études ici, tu as commencé, continué tes études en tant que géologue. Explique-nous comment tu es arrivé en tant que géologue, femme géologue. Pour toi, il y a quelques années, est-ce que c'était quelque chose de très courant? Alors, quand j'ai eu mon bac, j'avais eu un bac français, donc pour moi, c'était automatique, je devais sortir. Donc, je me suis pas occupée de tout ce qui était inscription au niveau local. Et quand j'ai su que je devais rester, il fallait chercher une école. Les concours étaient passés pour l'école polytechnique, pour la plupart des écoles, pour la médecine aussi. Donc, le concours qui restait, c'était l'IST, qui est devenu maintenant École nationale supérieure des mines et de la géologie. Donc, c'était le dernier choix et je me suis inscrite, j'ai fait le concours et j'ai été acceptée. Donc, en fait, tu t'es inscrite un peu par hasard. Oui, je ne savais même pas, en fait, qu'est-ce qu'on devenait en s'inscrivant. Je savais qu'il y avait de la terre, il y avait un peu d'environnement, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir. Et puis, en général, la géologie, on ne l'aime pas, on l'apprend en 4e, mais on n'aime pas trop la géologie. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis devenue ingénieure géologue. Et c'était ton cas? T'aimais pas la géologie? Pas spécialement. Moi, j'étais plus peut-être pour la biologie. Je me voyais médecin à cette époque. Donc, voilà, c'était une découverte. Découverte? Donc, une découverte parce que t'as fait toutes tes études en géologie. Oui. Pendant plusieurs années. Combien d'années? Oui, c'est 5 ans. C'est 5 ans.
Et même maintenant, je suis en train de faire une thèse à l'université Cheikh Anta Diop sur les techniques de minage qu'on est en train de faire pour pouvoir l'implémenter dans mon activité quotidienne. Et dis-moi, comment est-ce que tu es passé de géologue à entreprise explosive? Que normalement, quand tu sors de l'école, tu intègres une entreprise de mine dans laquelle tu fais géologue. Comment est-ce que quel était le pont entre les deux? Alors, à la fin de mes études pour mon mémoire d'ingénieur, déjà en mémoire de 4e année, j'avais fait mon stage au sein d'une cimenterie, la Sococim. Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de l'explosif. Et j'ai continué ce stage en 5e année. Et je me souviens encore du premier tir de mine que j'ai vu. Je pense que c'était une impression de pouvoir, parce que quand on est géologue, on t'apprend que la Terre, c'est des millions d'années à se former, et en une fraction de seconde, on faisait tout partir. Et c'est les miniers en général. C'est ça notre métier, faire partir des choses qui sont là depuis des millions d'années. Donc c'est peut-être ce sentiment de pouvoir, et également de responsabilité. C'est pour ça que dès le départ, on a pris en charge l'activité en disant quels sont les dégâts quels sont les impacts possibles sur l'environnement, sur les populations, et comment le maîtriser. Parce qu'on détruit, mais c'est pour construire autre chose, pour l'extraction minière, les cimenteries, etc. Donc, dès le début, j'ai eu cette responsabilité-là de faire quoi qu'on puisse faire dans ce domaine, il faut pouvoir bien le faire. Et j'ai un de mes ouvriers qui m'a raconté récemment, il me dit, je me souviens de ton premier tir de mine, tu sautillais, et il m'a raconté ce que j'avais porté, je m'en souviens encore, il m'a dit, tu sautillais. J'ai dit, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette passion-là, et j'ai pas voulu la lâcher. En fait, ça a été des sensations physiques. Exactement. Exactement. T'ont poussé vraiment à aller de l'avant. Exactement. Parce que quand tu as commencé en tant que une entreprise d'explosifs, il n'y en avait pas au Sénégal. Ce fait rare de ma part. Alors si, parce que quand je venais d'arriver, j'avais fait mon stage donc à la Sococim, puis après au sein de EPC Sénégal, qui était une filiale du groupe EPC en France, avec qui je travaille aujourd'hui. Mais au début, ils étaient présents, donc ils faisaient cette activité-là. Et je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à apporter, parce que quand j'ai fait mon mémoire, il y avait beaucoup de technologies qu'on ne mettait pas en place. Donc durant mon mémoire, j'avais fait la visite de tous les sites qui utilisaient de l'explosif. Et je me suis dit, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'autres technologies à apporter, et j'avais hâte de pouvoir l'apporter. D'accord. Et au sortir de l'école, est-ce que tu as commencé en entreprise, dans un premier temps, ou tu t'es tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat? Tu avais tout de suite une idée claire de ce que tu voulais faire? Alors non, il n'y avait pas de certitude posée, mais ce que je savais, c'est que j'avais envie, une fois que j'avais découvert ce monde du minage, j'avais envie de continuer. Mais après, c'est les opportunités. Donc, j'ai commencé à la CSE, Compagnie Sahélienne d'entreprise. Et c'était une expérience formidable parce que j'avais commencé au Mali, puis en Guinée. Et quand j'ai démarré, d'ailleurs, j'ai pris un peu de leur process parce que c'était très bien organisé. C'est une société bien assise. Et malgré tout, en fait, je m'occupais d'un laboratoire, de la qualité de travaux routiers. Mais j'étais tout le temps à la carrière pour voir comment se passaient les tirs de mine. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, c'est ce que j'ai envie de faire. Et le seul moyen de le faire, il y avait une seule société qui ne m'avait pas recruté. Le seul moyen de le faire, c'était de me donner les moyens et de le créer. Donc, je suis pas entrepreneur dans l'âme, mais j'avais envie d'exercer ça, et je me disais que j'avais un apport, quelque chose que je pouvais apporter à ce secteur. D'accord. Et c'est comme ça que tu as commencé ton aventure entrepreneuriale. Exactement. Ouais. Exact. Donc, tu t'es dit, c'est bon, je me lance. J'ai pas forcément d'entreprise qui va me recruter. Donc, je vais me donner les moyens, moi, de faire ce que je veux. C'est ça. Donc, mon objectif, c'était pas d'être entrepreneur, mais de faire vraiment ce que je dois. En fait, tout est guidé vraiment par toi, tes envies. Oui. Ouais. Donc, au début, c'est pas, on va gagner de l'argent. C'était vraiment, j'ai envie de faire ça. Et jusqu'à présent, je n'ai pas souvent l'occasion, mais quand je vois un tir de mine, quelquefois, les ouvriers m'envoient des photos. Mais c'est toujours la même sensation. Waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et quand tu commences, tu sors de l'école, tu es dans une entreprise dans laquelle tu travailles, d'un coup, tu dis, moi, j'ai envie de travailler dans les dispositifs, donc je vais me débrouiller et je vais faire en sorte de le faire. Bon. Comment est-ce que ton père a pris ça? Comment est-ce que ta famille a pris cette décision? Parce que c'est quand même une décision forte de sens et un peu risquée. Tu vois, tu te dis, bon, comment... Alors, quand j'ai démissionné, je suis arrivée
J'ai quitté la Guinée, je suis arrivée, j'ai trouvé mes parents en train de prendre le petit déjeuner. Ils ont éclaté de rire, ils se laissent aller. Ils disent, ton père a fait exactement la même chose. Il a quitté la diplomatie pour aller créer aussi son entreprise avec zéro bagage, zéro ressources. Ils ont rigolé, donc il était très content de ce que j'allais faire. Donc en fait, il voyait un peu que sa fille lui ressemblait et marchait sur ses pas. C'est ça. Ouais. Donc ça c'est super. Et on sait que le Sénégal, en termes de marché pour l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile. Et j'imagine qu'il y a des années avant, bien bon, c'est pas simple parce que qui dit entrepreneuriat dit forcément faire des prêts, taper à des portes pour pouvoir commencer. Que tu penses vraiment from scratch, from zéro. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des mentors, des personnes? Comment est-ce que les choses se sont faites? Alors au début, ça s'est très mal passé. Donc j'ai créé une première entreprise et mon objectif c'était vraiment comment faire marcher cette entreprise. Donc à la limite, toute personne qui s'intéresse à mon business model, je m'accrochais à ces personnes. Donc j'ai pris des associés et ça s'est très mal passé. On n'avait pas du tout la même vision. Moi, ce que je voyais, c'était un apport technique à ce qui se faisait et eux, ce qu'ils voyaient, c'était qu'est-ce que ça pouvait leur rapporter. Donc, on n'était pas dans les mêmes objectifs. On a eu du mal à gagner des marchés et ça s'est très mal passé. Et donc, j'ai dû à un moment recommencer. J'ai un de mes oncles qui m'a dit, ce que tu as, c'est dans ta tête. Donc, n'aie pas peur de recommencer à zéro. Donc, j'ai recommencé encore pour mettre en place Minex et je me rends compte que si c'était encore à refaire, je recommencerai encore pour remettre en place et peaufiner. Et là, quand j'ai recommencé, parce que quand on est ingénieur, on n'a aucune formation de point de vue légal, administratif et autres. Donc, c'était un chaos. Et donc, après, quand j'ai recommencé, j'ai dû me mettre dans l'OHADA, le Cisco HADA. C'était d'autres métiers qui étaient différents alors que j'avais besoin d'être focus, sur la technologie qu'on pouvait apporter. Donc, comme quoi, quand on veut être entrepreneur, parce que je ne me définissais pas comme entrepreneur. Moi, j'étais un ingénieur qui voulait faire ce que je voulais faire. Donc, il fallait aussi embrasser tous ces métiers connexes et aussi se protéger du point de vue légal. Donc, quand j'ai recommencé en disant c'est une SUARL et j'aimais bien le U parce que c'était unipersonnel. Mais ça ne m'a pas empêché après d'approcher d'autres partenaires parce que je me suis rendu compte que quand le partenariat est purement financier, quand tu recherches vers l'autre juste une partie financière, ça peut changer ta vision, la vision des choses et ça peut changer ta trajectoire. Donc, quand on cherche un partenariat, il faut aller au-delà du financier parce que du coup, je n'ai eu ni d'accompagnement financier ni autre et donc j'ai dû perdre entre 4 ou 5 ans avant de pouvoir mettre en place Minex, qui est la continuité maintenant de PC Minex. Ok, donc c'est quand même des années de résilience, de patience, de persévérance qui a fait qu'aujourd'hui, que tu as réussi à mettre en place Minex. C'est ça. Et jusqu'à présent, j'avais du mal à parler de cet épisode-là. Et c'est mon mari qui m'a fait la remarque en me disant mais quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est fluide, c'est facile, alors que il était là et il s'est rendu compte que c'était pas facile. Donc l'échec fait partie intégrante de ce qu'on construit. Donc c'est important parce que c'est vrai que quand on te voit aujourd'hui, donc t'es posé, tu as des beaux locaux, on est dans tes locaux aujourd'hui. On se dit c'est pas mal, ça a pu se faire comme ça en un claquement de doigts, mais ça a été quand même t'as eu un premier échec, une collaboration. Parce que vous n'aviez pas justement la même vision de l'entreprise. Toi, tu partais vraiment du cœur et là, c'était vraiment peut-être que des personnes étaient peut-être plus appelées par le profit rapide, c'est ça. Profit rapide. Ensuite, il faut quand même 4-5 ans avant que ça fonctionne. 4-5 ans comme ça, aujourd'hui, tu te dis c'est pas long. Mais quand t'es dedans, je pense que c'est interminable, non? T'as dû avoir des moments où tu devais vouloir tout arrêter, non? Alors, tout arrêter, non, parce que je me disais que j'ai pas le choix. Donc, jusque-là, j'avais le choix dans la vraie vie, j'avais le choix, mais j'avais l'impression que je n'avais pas d'autre choix que de le faire, que de continuer. Donc, au début, j'ai été hébergée au bureau de mon père. Après, c'était
mon petit frère qui est architecte. Après, c'était une de mes tantes. Donc, à chaque fois qu'il fallait recevoir des gens, il fallait que je trouve un petit bureau pour pouvoir les recevoir. Donc, c'était pas facile. Mais t'as pas lâché. Non, et d'ailleurs, ce qu'on a fait maintenant, on a mis une initiative qu'on appelle MinUp. Et donc, l'initiative, c'est héberger les startups du secteur minier parce que on se rend pas compte, le besoin, il n'est pas seulement financier. Et le besoin, il est en infrastructure, en accompagnement, en conseil. Donc, on a mis à disposition nos locaux qui sont juste au-dessus pour les startups du secteur minier, mais les startups innovantes, pas celles qui vont faire la même chose. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de nouveau? Donc, on va passer par un screening et pouvoir au moins les héberger, qu'ils puissent avoir un bureau décent. Et même pour le self-esteem, c'est quelque chose d'important. Et après, les accompagner du point de vue fiscal, du point de vue RH, etc., comptable, pour qu'ils puissent traverser cette période assez trouble de start-up. Ouais. Et moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est que déjà, tu as une force de caractère qui est incroyable. T'es quand même, tu es très douce. Mais à l'intérieur, tu es vraiment quelqu'un qui ne lâche pas. Donc, c'est ce qui t'a amené aussi aujourd'hui ici. Et tu oublies pas. Parce que MinUp, du coup, c'est la résultante de son expérience. Exactement. T'as galéré à mettre en place, à trouver des bureaux. Donc, t'as eu la famille qui a été un beau socle. Bien sûr. De ton oncle, de ta tante, de ton père. Donc, ça a été un bel accompagnement. Et en plus de ça, en termes financiers, en termes administratifs, tout ce qui est les autres skills que tu n'avais pas, que tu as dû chercher. Toi, en fait, tu regroupes tout dans ton entreprise et tu accueilles les personnes qui passent par le même chemin que toi pour pouvoir les accompagner. C'est ça. Et le secteur minier, on a tous les métiers. Ça va du catering au drilling, aux explosifs, aux infrastructures. Donc, il y a tous les métiers possibles. Donc, tout le monde a sa place ici et on a besoin d'innover et d'apporter du neuf dans le secteur. Donc, en fait, en dehors d'être pionnière, parce que tu es femme, dans l'explosif, déjà, c'est quelque chose d'assez innovant. Tu es aussi pionnière dans le fait de vouloir accompagner la jeunesse et de vouloir faire en sorte que les personnes qui travaillent aussi autour de la mine, en tout cas dans les métiers, comme tu as dit, qui sont différents, puissent être aussi valorisées et aidées. Alors, pionnière dans l'accompagnement, non, parce que je ne me suis pas fait tout seul. C'était des rencontres, des concours de circonstances. Donc, beaucoup d'aide de la part de bonne volonté qui ont abouti à ce que je fais aujourd'hui. Donc, ce qu'on a construit aujourd'hui, je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec beaucoup de mentorat, beaucoup d'aide de personnes bienveillantes qui ont bien voulu me faire confiance pour arriver à ce niveau. Donc, le mentorat, c'est vraiment crucial dans la mise en place d'une entreprise, dans l'entrepreneuriat. Oui. Et quelquefois, on se rend pas compte. Tu peux rencontrer un directeur, un conseil qu'il te donne. Ça va pouvoir changer ta vision, te réorienter. Donc, je n'hésite pas à recevoir des jeunes également et à discuter, même s'ils sont dans des secteurs différents, à prendre 30 minutes, 1 heure de temps, de discuter avec eux. Ils peuvent toujours en sortir quelque chose. Donc, tu rends l'appareil. Oui, mais parce que je le rends, parce que c'est l'environnement. Plus notre environnement est... plus on a d'entreprises jeunes qui dans le secteur minier, plus nous-mêmes, on va avoir des débauchés supplémentaires. Donc, je pense que c'est de l'entraide intéressée, mais aussi qui est bénéfique pour le pays. Bien sûr, c'est bénéfique pour le pays. Tu as toutes ces casquettes-là, donc tu as une aventure entrepreneuriale vraiment très intéressante et importante à connaître, je trouve. Mais tu as d'autres casquettes. Quand tu t'es présentée au début, tu as dit que tu es maman, tu es épouse, tu es une femme accomplie dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces casquettes-là aujourd'hui? Tu as eu des jumeaux, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à... Est-ce que tu vas trouver un équilibre personnel-professionnel? Si c'est possible, ou est-ce que... Voilà. Comment tu fais? Alors, dès le début, je suis très matinale, donc j'arrive très tôt au bureau, à 7h du matin. Donc, en général, vers 14h, et maintenant, on apprend à déléguer, on a une grande équipe. Donc, à partir de 14h, ça correspond un peu à l'heure où les enfants rentrent à la maison, je travaille de la maison. Ce qui fait qu'ils sont autour. C'est vrai que je suis tout le temps au téléphone, où il faut se cacher dans les
dans les toilettes pour pouvoir répondre, pour ne pas avoir le bruit derrière, mais j'arrive à trouver vraiment mon équilibre et je pense que j'aurais pas pu faire autrement si j'avais été employée. Ouais, d'accord. Donc, du coup, tu as effectivement à gérer ta vie. Oui. Et j'ai un de mes fils, donc un jour je les ai déposés et au retour je me suis garée au même endroit. Il m'a dit, maman, tu es restée nous attendre toute la journée. Non, j'ai fait exploser beaucoup de choses avant de revenir me garer. Donc voilà. Donc tu arrives à jongler toutes ces casquettes-là et à trouver un équilibre. C'est ça, c'est ça. Et le travail, comme je vous dis, je le prends comme une passion. Donc c'est pas un poids supplémentaire. Donc ça fait partie intégrante de ma vie. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, femme géologue, élégante, dans un monde lignée d'hommes majoritairement au Sénégal. Comment est-ce que ça a été? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que tu as eu des défis ou des contraintes d'être une femme qui assume sa position de femme et de femme élégante aussi, parce que l'on aurait pu se dire qu'on peut peut-être vouloir être un peu plus masculine pour pouvoir se fondre dans la masse. Comment est-ce que toi, est-ce que ça a été un atout? Dis-moi un peu. Alors, je me suis jamais posé la question, et heureusement, parce que si j'avais considéré qu'être une femme était une contrainte, j'aurais pas pu la lever et peut-être que j'aurais pas accompli ce que je suis en train de faire. Donc, ça n'a jamais été une question pour moi. Il fallait travailler. Et je me suis jamais focalisée sur une femme qui est dans ce métier. Moi, c'était surtout être un Sénégalais qui pouvait aller dans un métier aussi, disons, marginal que celui-là. Donc, c'était plutôt être un Africain, une Africaine, être un Sénégalais qui pouvait investir dans un métier aussi particulier. D'accord. Donc, en fait, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu t'es pas définie, en tant que femme ou homme, c'est-à-dire que le genre n'a aucun impact sur ce que tu as fait. Ouais. C'est que toi, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, Africain, comment tu peux impacter ton environnement dans lequel aujourd'hui tu es. C'est ça. Et même les difficultés, si je devais lister toutes les difficultés auxquelles je suis confrontée, rien n'est lié au genre. Je peux dire qu'il y a les impôts, le personnel, mais un homme entrepreneur aurait listé exactement les mêmes difficultés, mais je n'ai pas identifié de difficultés qui soient liées à mon genre. D'accord. Et même dans cet écosystème qui est masculin, t'as jamais eu de remarques ou une sensation d'être considérée autrement par rapport au fait que tu sois une femme? Non, et à la limite, si ça devait exister, c'est au bout de 3, 4 minutes, 5 minutes, c'est passé le banquier et peut-être il verra c'est une femme, mais après ce qui l'intéresse, tes états financiers, ton business plan, le client également, une fois les salam alek passés, ce qui va l'intéresser, qu'est-ce que tu vas lui apporter. Donc voilà, donc j'étais focus sur qu'est-ce que je peux apporter plus qu'autre chose. Et ton professionnalisme, est-ce que tu délivres, est-ce que tu donnes? C'est ça. De qualité. C'est ça. Et puis les clients, pourquoi on arrive à maintenir les clients qu'on a, ils voient qu'on est vraiment intéressé. Mais quand je vais les voir, je suis vraiment intéressée parce que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment je peux les aider. Et c'est vraiment un intérêt réel que j'ai pour leur activité, pour comment est-ce qu'ils voient le développement de leur carrière. Donc c'est des entrepreneurs, je suis en face d'entrepreneurs également. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse de cette manière à leur projet. Je pense que ça suscite de l'intérêt pour. Moi, ce que j'entends et ce que j'apprécie énormément, je pense que c'est très important de le dire aussi, il faut pas se bloquer, parce que c'est beaucoup, par le fait d'être une femme ou le fait de se dire les jeunes filles, vous avez moins de facilité ou de capacité d'arriver à là. En fait, ça, entre guillemets, ce n'est pas du tout des freins. Toi, aujourd'hui, c'est... moi, ce que j'entends, c'est mon moteur, c'est de pouvoir faire ce que j'aime, ce dont j'ai envie, et donc je me donne les moyens pour y arriver. Exactement. Et en termes de message, je pense que c'est important de le donner en disant, donnez-vous les moyens d'arriver à ce que vous voulez faire. L'écosystème est favorable pour personne, homme, femme. Par contre, si on a envie, vous savez, ça va pas être utile, mais ça va pouvoir le faire. J'aurais pas pu le dire aussi joliment. Et toi, est-ce que
tu fais un peu du mentoring. Moi, je trouve qu'avec Mindlove, c'est du mentoring que tu fais. Est-ce que tu fais du mentoring aussi autrement avec des femmes ou en tant que ou à l'école ou auprès des géologues? Alors, pas spécialement. Et même MINOP, c'est une nouvelle initiative qu'on va lancer ce mois-ci. Mais je donne des cours à l'université depuis 2010 aux élèves ingénieurs de l'IST de 5e année. Et c'est d'ailleurs dans ce vivier que je choisis un peu les ingénieurs qui sont avec moi aujourd'hui. Je les accompagne dans leur mémoire de fin d'études. Et c'est une manière aussi de leur dire qu'il y a des choses à faire dans ce métier-là et de leur transmettre un peu la passion qui est la mienne. Toi, tu as créé l'entreprise Minex. Tu as commencé à avoir des marchés. Minex est maintenant une entreprise reconnue au Sénégal. Tu as d'ailleurs reçu récemment le prix du président de la République en tant qu'entreprise innovante. Le prix national de la qualité. National de la qualité. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance après des années de dur labeur, vu par où tu es passé. Est-ce que donc tu as été Minex pendant des années. Pendant combien de temps est-ce que tu as été Minex seul? Alors pendant 7-8 ans. D'accord. Oui. 7-8 ans. Après, je me suis rapprochée de PC qui était mon fournisseur. Okay. Donc, j'ai fait un peu un screening des fournisseurs possibles, des produits qu'ils proposaient. Et je me suis rendu compte que leurs produits étaient très bons. Leur technologie également en termes de recherche et développement. Et j'avais envie d'appliquer toutes les recherches qu'ils sont en train de faire, de pouvoir les appliquer ici. Parce que dès le début, mon objectif, c'était, quel que soit le concurrent qui va venir après, et il y en a de très gros, il ne faut pas que quelqu'un puisse proposer à mes clients quelque chose que je n'aurais pas proposé au préalable. Donc, en matière de technologie, tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, on essaye de pouvoir le proposer ici à nos clients. Donc, cette volonté de te rapprocher, de créer une fusion avec une entreprise internationale, elle vient de toi? Oui, c'est moi qui suis allée les voir en disant, mais pourquoi vous ne prenez pas des participations dans Minex? Parce que ce que vous faites m'intéresse. J'ai regardé, j'ai fait le benchmarking avec vos autres concurrents et c'est avec vous que j'ai envie de travailler. Et comme ça, par culot. Oui, et ils ont accepté. Ils ont accepté, ouais. Sans hésiter. Sans hésiter. Parce qu'ils te connaissaient déjà aussi. Oui, ils me connaissaient. Ils connaissaient déjà, et ils connaissaient l'entreprise. Et ils savaient juste ce que ça allait donner en termes de qualité. Et tu étais dans ta stratégie, toi, à moyen terme, long terme, t'associer avec une entreprise pour pouvoir grandir? Alors, c'est pas venu tout de suite. Au démarrage, j'étais partie pour aller seule parce que pour moi, il était hors de question d'avoir des associés. Mais à un moment, je me suis dit que j'ai pas envie d'offrir juste aux clients des produits manufacturés et un service forage-minage. J'avais besoin d'aller au-delà. Alors, je suis pas chimiste, je peux pas fabriquer de produits explosifs. Je peux pas... ça aurait pris du temps. Donc, ils ont la technologie, elle est disponible. Donc, pour aller la prendre vers eux et les aider à la mettre en place, je suis allée les voir. Ça me permettait de gagner quelques années quand même. Oui. Donc, en fait, la fusion, ça peut être aussi un moyen de grandir et de pouvoir proposer aux clients des technologies au standard international. C'est ça. C'est ça, un transfert de technologie. Et nous, dès le départ, c'était comment dire, on s'est organisé. Même quand on était 6 ou 7, j'étais la seule au bureau à faire la comptabilité, les commandes. On s'est dit, il faut qu'on ait des procédures, il faut qu'on ait des normes, il faut qu'on puisse se faire certifier. Donc, on s'est certifié. On a eu notre triple certification en 2019 et ça a été un objectif. Je me suis dit, dès le début, pendant qu'on est petit, on va mettre en place ces procédures. Comme ça, toutes les personnes, c'est un squelette un peu, et toutes les personnes qui vont venir vont pouvoir se rendre compte que dès le départ, on a cette organisation-là. C'était plus facile que d'attendre d'être 300 et dire hop, maintenant on s'organise. Donc cette organisation-là, elle a toujours existé. D'accord. Et donc tu as vu l'impact tout de suite lorsque tu t'es rapproché de Minex, de PC. Leur impact. L'impact en termes de ce que tu voulais proposer à tes clients. C'est graduel, parce que aussi ils font de la recherche et développement. Donc dès qu'il y a une nouvelle technologie qu'ils mettent en place, je propose d'être un peu
le terrain d'essai. Donc, on se propose de l'essayer ici, de le mettre en place. Et en général, ça marche très bien. D'accord. Donc, c'est cool parce qu'aujourd'hui, tu as EPC Minex, c'est quand même assez reconnu au Sénégal en termes d'entreprise de référence dans les explosifs. Vous êtes combien en vrai? T'as commencé, quand tu m'en parles, à 6-7. Oui. Là, aujourd'hui, c'est combien de personnes Minex? On doit être autour de 200, 215, 220. 215 personnes. Voilà. Employés. Employés. Ouais, incroyable. Avec des femmes, des hommes. Oui, comme je dis, je ne me focalise pas sur le genre. Donc, c'est la compétence qui prime. Et surtout, on les prend, dès le début, on n'a pas pris des gens expérimentés. Donc, c'est des gens qu'on a formés, nous, à nos technologies, à notre culture, qui est que veut le client, comment être très réactif, comment pouvoir se mobiliser très rapidement auprès du client, quel que soit le besoin du client. Donc, c'était vraiment ça, être là pour la stratégie de l'entreprise et même ta stratégie de ton cours est vraiment centrée client. C'est ça. Ça part de là et ensuite, tu mets en place. Voilà, c'est le principe même de notre activité. On demande au client de se décharger sur nous, toute la partie dangereuse. Donc, on lui dit, on le prend en charge, ne vous inquiétez pas, on va faire tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Laissez-nous cette activité. Donc, notre objectif, c'est que le client soit tranquille et pas donner des maux de tête au client. D'accord. Et pour quelqu'un qui veut faire comme toi, se lancer en sport, quels sont les défis? Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais en disant attention? Pour ça, je te conseillerais vraiment de faire attention ou alors quelles sont les opportunités que tu peux avoir en étant au Sénégal? Oh là là, je pense que j'ai encore du chemin à passer pour répondre à cette question parce que les défis, c'est tous les jours, hein. Et il faut juste se mettre en tête que c'est pas facile. Donc, quand une difficulté vient, tu te dis, dans quelques mois, je pourrai le raconter, mais je vais passer. Ça va bien se passer au finish. Et surtout, de choisir des bons associés. De choisir les personnes avec qui s'associer, de pas refuser à s'associer, mais de choisir, de voir si vous partagez les mêmes valeurs, la même vision. Et voilà. Et même moi, j'apprends encore. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui pour réussir ici, au Sénégal? De faire quelque chose qu'ils aiment faire, et de faire quelque chose qu'ils aiment faire, de savoir le faire, donc de se donner les moyens d'aller étudier. Moi, j'étudie encore, d'aller étudier et quelque chose d'innovant également et d'impactant, d'avoir de l'impact sur leur communauté, le personnel. Sur l'environnement. Sur l'environnement. Ouais. Et toi, est-ce que tu recommanderais de sortir du pays ou pas forcément? Est-ce que tu penses que si on peut vraiment, au Sénégal, on peut vraiment y arriver? Il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être sortir pour avoir un œil nouveau, pour benchmarker par rapport à ce qui se fait ailleurs pour venir le faire ici. Mais partir pour mieux s'ancrer. Oui, pour mieux s'ancrer. Oui. Parce qu'au final, comme tu dis, l'important, c'est d'avoir un impact. Exactement. Sur son environnement, et notamment ici où on est. C'est ça. Donc, avoir quand même cette ouverture, de pas juste dire je vais rester ici, mais tout ce que tu peux apprendre ailleurs, essaie d'avoir cet apport-là au niveau de ton pays. Okay. Et si tu avais un mantra ou une phrase qui te booste et qui résumerait un peu cette folle aventure de ta vie, t'as encore que de match à l'heure devant toi, mais ça c'est déjà là. Ce serait peut-être, j'hésite entre deux, mais ce serait peut-être le roseau qui plie mais ne rompt pas. Ouais. C'est bien beau ça. Ouais. Le roseau qui plie mais ne rompt pas. Ouais. Non, j'aime bien. On peut être fragile, on va plier, mais on se relève. Et moi, si je pouvais aussi rajouter quelque chose que me vient à l'esprit pour toi, c'est vraiment une main de velours dans un je sais plus comment on dit, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est vrai. C'est ça que je vois de toi, parce que tu es très douce, en tout cas tu apprends beaucoup de sérénité, mais derrière il y a quand même de l'explosif.
c'est pas non plus la chose la plus... Il faut être tranquille pour le manipuler, c'est ça. Et puis le fait de pouvoir se dire, je lâche pas, et peu importe ce qui va se passer, je sais qu'à un moment donné, ça va aller. Ah oui, et voilà, c'est peut-être persévérer dans ce qu'on sait faire, ne pas trop se disperser. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai un apport, je peux apporter quelque chose. J'étais convaincue que je pouvais apporter quelque chose en termes par rapport à ce qui se faisait. Et comment tu vois l'UNEX dans 5-10 ans? EPC l'UNEX. Dans 5-10 ans, c'est avoir suffisamment de personnes formées pour faire le travail que certains font déjà ici, dans l'équipe, qu'ils puissent être totalement indépendants, que je ne sois que juste qu'un détail dans l'organisation et que tout ne tourne pas autour de moi. C'est déjà le cas, hein, je vous rassure. C'est déjà le cas, mais que sans moi, que ça puisse quand même continuer. Ouais. Toi. Et un mot de la fin pour les auditeurs, pour les Sénégalais, les personnes qui nous écoutent. Merci à toi. On se croise beaucoup au sein de la Chambre des Mines où tu es très active, où tu as un apport significatif. Donc ça aussi, les gens ne connaissent pas cette facette de toi. Merci, c'est vrai. Donc dire merci. Et j'ai longtemps hésité à sortir. C'est juste cette année que je partage vraiment ce qu'on est en train de faire, en sachant qu'on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Et pouvoir leur dire que le secteur, surtout le secteur minier, parce que c'est ce que je connais. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont intérêt à venir regarder qu'est-ce qui se fait. Et surtout voir, pas faire comme les autres, mais voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Ouais. Merci beaucoup, Rokhaya. Merci à toi. Merci pour ton expérience, ton ouverture. Merci à toi. Tes conseils. C'est toujours important d'avoir une figure, j'ai pas parlé de genre, mais une figure qui représente justement le secteur, le fait de pouvoir se dire qu'on peut le faire. Il faut juste se donner les moyens et ne pas lâcher. Donc merci pour ce message que tu donnes et l'impact que tu apportes au pays, parce que à la fin de la journée aussi, je pense que c'est important. C'est ça en fait le plus important, l'impact qu'on peut faire. Exactement. Et qu'on peut donner offrir après justement comme héritage en fait, on peut donner comme héritage. C'est ça. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Et merci à toi. Merci et au plaisir. Au plaisir. De savoir comment les choses sont passées. Merci. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Rokhaya Salmbaye qui nous a partagé son aventure entrepreneuriale, son aventure de femme et l'impact qu'elle a apporté au Sénégal. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. À très bientôt pour une autre histoire d'audace.